Violence xénophobe en Afrique du Sud, causes et conséquences, c'est le thème de cette édition spéciale. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Pour aborder cette problématique, nous avons un invité en la personne de Madame Minzé Abessolo Chantal, qui est politiste au Gabon, chercheur également à l'IRCH et au Sénarest. Bienvenue à vous. Merci. Alors, avec vous, Madame Chantal Minzé Abessolo, on aborde cette question assez importante depuis quelque temps du côté de l'Afrique du Sud. Il a été constaté des violences, on parle de xénophobie aujourd'hui. Comment expliquez-vous cette recrudescence de ces violences? Je vous remercie. Eh bien, j'apprécie que d'entrée de jeu, on parle effectivement de recrudescence parce qu'il faut rappeler que ce phénomène de violence n'est pas conjoncturel ni exceptionnel. Hein. En 2008 déjà, et assez souvent, il y a eu des soubresauts de cette nature-là qui effectivement non seulement intervenaient au sein même des communautés sud-africaines, hein, les Xhosa notamment et d'autres, les Venda, mais qui également, effectivement, en son temps, les Malawites, par exemple, en ont fait les frais à la date indiquée précédemment. Donc, ce qui peut l'expliquer aujourd'hui, donc, déjà, il est important de dire que c'est une rémanence. Et si nous devons monter jusqu'en 1948, nous avons carrément eu un dispositif institutionnel et politique, effectivement, qui était favorable à la violence. Bien évidemment, ça n'était pas celle xénophobe, hein, mais en tout cas, le principe de la violence est presque inscrit dans les veines de cette nation, autant que son histoire est riche. Pour revenir à celles aux émeutes de ces derniers, donc du mois de septembre, hein, du mois en cours, elles sont occasionnées, et c'est l'argument régulièrement avancé notamment par les autorités, et c'est tout à fait fondé, par une réalité sociale et économique des plus moroses. Hein, c'est un fait, il y a des problèmes de cette nature-là, de chômage, un chômage structurel qu'on évalue à 40%, des problèmes liés à l'éducation, à la santé, car on ne peut pas égaliser comme ça plusieurs décennies effectivement de déséquilibre de politique ségrégationniste. Donc l'accès au logement pour une catégorie de la population se trouve être effectivement très compliqué. Là-dessus s'ajoute un élément, celui du bouc émissaire. Donc je convoque ici la théorie du bouc émissaire pour indiquer qu'effectivement, à ces réalités qui sont propres aux Sud-Africains, viennent s'ajouter le fait que les étrangers, effectivement, sont en nombre dans ce pays-là. Et les étrangers n'ont, et heureusement pas, ou hélas pour les populations, pour les nationaux, connu les mêmes réalités. Généralement, c'est des gens qui ont la culture du commerce, on va dire les Somaliens, donc ils se débrouillent mieux, ils peuvent accéder à... Ou alors, c'est des personnes qui ont peut-être un niveau culturel plus important, ce qui n'est pas le cas des personnes qui étaient dans des townships et autres bantoustans. Donc, ça fait donc qu'aujourd'hui, ils cristallisent les étrangers. Eh bien, c'est le principe même... C'est le principe même du bouc émissaire. Il cristallise un peu toute cette animosité, toute cette difficulté des nationaux à accéder à ce que de manière régalienne, l'État devrait leur donner. Ça m'emmène à évoquer un autre élément qui pourrait être un facteur explicatif. Eh bien, c'est un peu la faillite de l'État. Hein, un peu la faillite de l'État, puisque je pars du fait que si un État, c'est une communauté humaine qui, dans les limites déterminées du territoire, revendique le monopole de la violence physique légitime, c'est-à-dire que les moyens de l'État sont disponibles pour faire régner l'ordre. S'ils sont là et si cet État est en pleine possession de ces éléments, effectivement, ajouté au fait qu'il répond aux aspirations de l'ensemble de la population, eh bien, nous ne devrions pas avoir, du moins dans de telles proportions, ce type de réalité-là. C'est donc dire qu'il ne faut pas hésiter à convoquer la théorie du pouvoir légitime dans les limites qu'il peut avoir. Et ça, ce n'est plus l'explication économique, c'est une explication
un peu plus poussée qui nous emmène à interroger les véritables ressorts de la régulation sociale. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une société ne soit pas en permanence, enfin, qu'en tout cas, l'agrégation des intérêts se fasse de manière harmonieuse. Donc, je crois que, et c'est ce que je peux apporter à ce débat, il faut dépasser l'argument économique pour avoir franchement la réalité de s'interroger sur la capacité de l'État sud-africain à prendre en charge les aspirations aussi bien des nationaux, eh bien, que des populations étrangères qui arrivent là et qui, légitimement, sur des principes de droit international universel, ont le droit ont des droits économiques. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, peut-on parler de l'échec du combat de Mandela, qui a quand même passé 27 années de sa vie en prison pour lutter contre ce racisme aujourd'hui? Alors, concernant le lien que l'on peut établir avec Nelson Mandela, il est important quand même de bien situer les choses pour éviter des amalgames. D'accord. Le combat de Mandela était un combat interne, certes multiracial entre deux races, mais il concernait les nationaux, autant que l'État sud-africain existait déjà à cette époque-là. Ouais. Et effectivement, je dirais que la prudence veut quand même qu'on rappelle que c'était un combat contre un régime, tout un régime raciste et qui se faisait sur fond de combat contre les inégalités. Certes économiques, mais inégalités en tout genre, en faveur de l'égalité des chances de tous. Mais ça, nous sommes effectivement dans une logique, je tiens à le préciser, donc d'une lutte contre tout un système institutionnel de ségrégation raciale. Or, dans le contexte d'aujourd'hui, j'ai parlé du bouc émissaire. Effectivement, on pourrait apparenter cela au fait que ce sont des Noirs qui sont effectivement... C'est le Nigeria, pas des Noirs d'ailleurs. Peut-être ne faut-il pas trop extrapoler. Oui. Il n'est pas indiqué que la race soit en cause ici, d'autant que ces routiers sud-africains, à mon avis, il doit y avoir des Noirs également, donc ce sera le noir contre le noir. Je crois qu'il faut savoir raison garder et ne pas tout de suite considérer que cela est tout à fait le combat de Nelson Mandela pour pouvoir parler d'échec. Néanmoins, il est important de rappeler que dans la série des... Parce qu'il faut le dire, il y a eu des combats. Nelson Mandela n'a pas eu qu'un seul combat. En son temps, il s'est battu contre le régime d'apartheid depuis 1948. Puis quand il arrive au pouvoir, il a d'autres champs sur lesquels il va s'exprimer puisque, à la faveur justement de son action, ce régime ONI s'est effondré. Donc, lorsqu'il revient, effectivement, il a maintenant d'autres combats et c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'on peut bien concevoir un peu un embarras par rapport à l'œuvre philosophique. Justement, on peut également parler de son héritage. Parce que... Absolument. Ouais. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la démarche de gradation pour dire que ça, ce n'est plus le combat d'une Afrique du Sud sous le joug d'un régime inique. Ouais. Mais aujourd'hui, on est dans une logique plus large, car je rappellerai qu'avec le concepteur qu'était Desmond Tutu, on a vu se dérouler la théorie ou la philosophie de l'Ubuntu. Et l'Ubuntu qui était donc des considérations philosophiques qui mettaient en avant la notion de fraternité, la notion d'humanité, la notion d'éviter des logiques qui s'opposent au narcissisme, c'est-à-dire une ouverture aux autres, à l'autre. Sous cet angle-là, effectivement, on pourrait considérer que, sans que ce soit strictement le combat de Nelson Mandela, mais il l'a également incarné et porté dans cette nation arc-en-ciel, eh bien, on pourrait considérer que ça a quelque peu entamé l'image qu'il
qu'il a pu porter au firmament d'ouverture de cette nation-là. Si effectivement on n'y est pas accueilli et on y est, du simple fait d'être un étranger, on attente à votre vie, effectivement, c'est la logique du Ubuntu qui perd toute une partie de sa dimension. Alors ces violences ont des causes mais également des conséquences aujourd'hui. On regarde la mobilisation sur le continent africain et il y a des pays qui s'expriment, il y a des nations qui s'expriment. D'ailleurs, le Nigeria a commencé à rapatrier ses ressortissants. Alors, que dire? Il y a eu des réactions, même en RDC et dans d'autres nations. On va regarder ensemble cet élément, Madame Chantal Minzé Abessolo, et puis nous reviendrons justement pour essayer d'aborder ensemble les conséquences. Le constat fait par la presse internationale sur les récentes violences xénophobes enregistrées ces derniers jours en Afrique du Sud. Il y a donc eu action et réaction. Si en Zambie, pour dénoncer ce type de comportement qui révèle de l'époque de l'apartheid, l'on marche pour crier sa colère au Nigeria, la réaction était plus soutenue. Il y a eu des réponses presque à la mesure des actions menées contre les Nigérians et autres Africains vivant en Afrique du Sud. Des actes de vandalisme ont été enregistrés dans ce pays contre des entreprises sud-africaines. Parmi les plus visés, le géant de la télécommunication MTN ainsi que le distributeur des chaînes télévisées DSTV. Des supermarchés appartenant à des Sud-Africains ont également été pris pour cible, notamment dans la localité de Lekki, dans l'état de Lagos. Mais des appels se font attendre, sachant que ces entreprises emploient également des Nigérians. Le gouvernement nigérian, souvent très réservé sur ces questions, a estimé que trop c'est trop, ajoutant que les attaques perpétuelles contre les ressortissants nigérians et leurs intérêts économiques en Afrique du Sud sont inacceptables. Dans un souci d'apaisement, le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné dans les termes les plus forts ces violences en demandant que celles-ci cessent au plus vite. À ce jour, 189 arrestations ont été enregistrées et les forces de sécurité ont été déployées en nombre dans les zones chaudes. L'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, est le théâtre régulier de violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté. Les deux pays se disputent la place de première économique du continent. Voilà, on a regardé ensemble cet élément. Madame Chantal Minzé Abessolo, est-ce que l'on peut s'attendre à un autre racisme de l'Afrique du Sud à l'échelle continentale? Alors, il n'a pas échappé ici que nous sommes dans un premier temps dans des relations bilatérales. C'est un État face à un autre. En tout cas, l'État nigérien est clairement identifié dans les victimes, effectivement, les ressortissants, comme étant effectivement le pays d'origine de la plupart des ressortissants concernés. Donc c'est assez précis, ces deux États. C'est important de le dire parce qu'il ne s'agit pas des moindres d'États de l'Afrique subsaharienne. Nous sommes ici en présence des deux mastodontes. Et effectivement, sans tomber dans la psychose de la guerre froide entre les deux grands, je pense qu'on est quand même un petit peu loin du compte. D'abord parce que, avec René Girard, donc, qui est le théoricien de la théorie du bouc émissaire, on sait que ce sont des réalités qui s'opposent à bon nombre d'États. Il arrive régulièrement, nous-mêmes, dans notre pays, avions eu en notre temps, effectivement, comme ça, des vagues on va dire, de xénophobie, mais même les États, on le voit souvent, l'Allemagne, la France, il y a comme ça des montées qui sont généralement des montées de colère, qui sont généralement proportionnelles très souvent à la réalité économique du pays. Donc, ce sont des situations récurrentes, susceptibles d'arriver régulièrement. Mais dans ce cas, et j'en reviens effectivement aux États concernés, je pense que le déterminisme économique va quand même faire en sorte que les réalités soient jugulées, parce que
ce sont des... Alors, je pensais à ce qu'on appelait en son temps la flexible response. Vous avez vu que dès que l'Afrique du Sud, effectivement, réagit, le Nigeria était en mesure de donner des mesures, notamment avec des représailles, refus de participer à des forats hein, qui se tenaient en Afrique du Sud, et que vice-versa, les ambassades... Donc, jusque-là, il y a comme un... toute proportion, garder un équilibre de la terreur, parce que c'est deux États qui ont les moyens de se faire face et qui, effectivement, je pense, pourront à un moment donné faire en sorte que les intérêts économiques réels qui sont en jeu, ça n'est pas un hasard si MTN, si des majors notamment hein, en matière économique, communication pour le coup, ont servi de cible. Donc je crois qu'effectivement la colère est grande et comme il le faut, le mouvement est à la dimension de la colère, mais sans vouloir minimiser, je pense que les deux États auront tôt ou tard intérêt à ce que les choses s'apaisent. Une fois que les deux États ont pu trouver un retour à la normale, qui peut prendre du temps, hein, le facteur temps là-dessus ne nous appartient pas, même si je considère que justement les impératifs économiques vont quand même faire que les choses rentrent assez vite dans l'ordre. Maintenant, il reste que le reste des États. Je veux dire, quand les éléphants se battent, les gazelles et le reste, pour rester dans les réalités africaines, à mon avis, prennent le temps quand même avant de... Parce qu'il va falloir, ça dépend, si c'est des pays limitrophes, il faut avoir les moyens de faire face, de se passer de la relation économique ou même politique ou culturelle que l'on a avec l'Afrique du Sud. Notre pays, notamment, a une série de relations culturelles. Alors, effectivement, on peut manifester le mécontentement. Il y a des moyens, il y a des déclarations, il y a notamment les organisations internationales pourraient taper du poing sur la table. Mais vraiment, j'espère pouvoir me tromper si je considère que le phénomène pourrait ne pas avoir un effet comme ça, d'effet concentrique à s'étaler. Alors justement, on aborde là les conséquences si ces violences venaient à persister. Et d'ailleurs, parlons de la sous-région Afrique australe et même au-delà. Quelles peuvent être véritablement les conséquences si cela persistait? Eh bien, si cela persistait, l'Afrique du Sud nous avait déjà habitués à être victimes, comme je vous dis, d'une série de représailles qui allaient des représailles économiques, notamment avec effectivement les nations occidentales l'avaient mise au banc et elle se retrouvait dans un isolationnisme. Mais bon, là encore, c'était les nations occidentales qui avaient les moyens. Si nous restons dans la sous-région, alors si effectivement l'Occident s'en mêle et tape du poing sur la table, je pense qu'ils ont effectivement les moyens d'attenter, de menacer. Mais au niveau de la sous-région, et parce que, comme je vous dis, l'adversaire immédiat, c'est le deuxième ou le premier, selon les agrégats, puissance du continent. Ça se jouera entre un ballet diplomatique, entre des relations commerciales, mais vraiment le chemin me paraît alors assez compliqué d'imaginer au-delà de la fermeture d'ambassades. Quel peut être l'éventail des mesures qui peuvent être prises, parce qu'il faut être en mesure de pouvoir sanctionner durablement, en tout cas, l'Afrique du Sud. J'insiste sur ce point parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, la réalité, la cause est d'abord intra.
c'est en matière de politique intérieure déjà qu'il y a des difficultés. Et effectivement, nous ne sommes pas à l'abri d'un retour, d'un regain de ce genre de réalité. Mais nous sommes tout de même au XXIe siècle. Chantal Minzé-Abessolo, comment expliquer, justement, parlant toujours de ces conséquences, que ce soit l'Afrique du Sud qui ouvre le pas à de tels comportements? Mais ce n'est pas Même tant... si on parle des inégalités sociales, tout de même. Ce n'est pas tant l'Afrique du Sud, c'est une réaction. Alors attention, en relations internationales, ce sont des États. Mais là, en l'occurrence, l'État sud-africain n'a pas mis, me semble-t-il, ce n'est pas la lecture que l'on doit avoir, expulsé des étrangers. Ce sont des émeutes internes qui sont le fait des populations un peu, je ne veux pas oser un parallèle avec la France et les gilets jaunes. Voilà, ce sont des mécontentements sociaux. C'est pour ça qu'effectivement, il faut garder la dimension des origines du mal. Et dans ce cas, pourquoi pas l'Afrique du Sud, puisque c'est le peuple qui est mécontent de sa situation et qui a réussi à identifier. Alors, plutôt que de s'en prendre aux dirigeants qui, visiblement, tiennent les rênes, et je vous ai parlé de la puissance publique et de sa capacité à répondre aux aspirations de la population qui est la sienne, car, a priori, généralement, il y a des dispositifs pour pouvoir sécuriser, et par exemple, pour sécuriser des emplois en matière de diplomatique, en matière de droit international. Un État a des moyens donc de permettre que la population étrangère puisse accéder à ses droits économiques sans nécessairement entamer la réalité des nationaux. Or là, en l'occurrence, et je pense que quand même, il faut leur rendre, même si je crois qu'il faut qu'on les mette face à leurs responsabilités qu'ils ont déjà, c'est-à-dire les insuffisances de l'État au sens de puissance publique, à combler, à satisfaire. Il faut quand même leur reconnaître que ça ne vient pas des autorités et du gouvernement, ça vient d'un mouvement que, justement, et ce n'est pas pour rien, le président sud-africain lui-même tente de jouer l'apaisement, puisque c'est un mouvement qui échappe aux institutions, me semble-t-il. Est-ce que l'État, selon vous, serait quelque peu dépassé par de tels mouvements? Est-ce que l'État sud-africain serait quelque peu dépassé? Par le mouvement des émeutes, mais alors dépassé, je dirais presque qu'on ne lui a pas demandé son avis. Je reviens sur le fait que ça a amplement dépassé la réalité étatique, même si l'État est en cause. Ça vient des populations en interne, ce sont les pauvres, c'est la pauvreté, c'est les nationaux qui se sentent... ça ne va pas. Il y a un problème de régulation sociale et donc, oui, dans une certaine mesure, ils sont dépassés et ils ont plutôt, il me semble que c'est la voie qui a été prise, après le jeu de réciprocité en droit international, il y a la question de la réciprocité aussi. Il y a eu les ambassades et puis les autres... Après ce jeu qui est de bonne guerre et traditionnel, parce qu'il faut aussi montrer qu'on a prise sur les événements de part et d'autre. Au-delà de cet aspect des choses, il me semble bien qu'effectivement, l'État sud-africain gagnerait à trouver les moyens pour juguler durablement, autant que faire se peut, car l'une des causes que je n'ai pas évoquées, ce sont les conséquences de l'histoire de l'Afrique du Sud. Et ces conséquences de l'histoire de l'Afrique du Sud, comme vous voyez, on ne peut pas les obérer ou les effacer d'une traite, ce d'autant que sur un plan international, on est dans un combat où on veut se positionner en tant que puissance sous-régionale. Donc ça fait vraiment pour les autorités un double jeu entre la politique étrangère, le regard qu'on donne à l'extérieur sur le concert des nations, avec les dispositifs de force et les choix que ça impose, notamment en termes d'équipement militaire, en termes de prise de position sur la map, si vous me permettez l'expression, continentale, et les réalités internes où l'arbitrage ne se fait pas toujours de manière harmonieuse.
Donc, voilà ce que je peux en dire. Il est quelque peu dépassé, mais bon, je pense que si on identifie bien la source des problèmes, peut-être peut-on essayer, non pas de les empêcher, on ne peut pas les empêcher, parce que je pense que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, cela remonte dans le temps et il y a des enjeux qui ne sont pas toujours maîtrisés. Si vous prenez le problème social du sida, par exemple, qui est d'une importance, cela ne peut pas se régler par des décisions, n'importe quelle décision politique. Donc, les problèmes seront quand même encore là, mais il faut savoir concilier les deux, puisque nous sommes des nations. Les États modernes, enfin contemporains, sont des nations ouvertes. Nous sommes dans le village planétaire et effectivement, tout le débat de l'Union africaine sur l'intégration des populations, la liberté de circuler et toute la logique qu'il y a autour interdit parfaitement à l'Afrique du Sud ou à quelque autre État, effectivement, de ne pas jouer la carte de l'accueil. Après, il y a une réflexion à avoir, mais ça n'est pas pour ça que les réalités, les problèmes n'existent pas. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Madame Chantal Mindé à Bessolo. Vous êtes politiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, Messieurs, sachez que l'actualité est en continu sur Gabon 24 via nos réseaux sociaux Facebook et YouTube en streaming Gabon 24. Au revoir.